ouvrir un espace de discussion sur la question des freins et des leviers alors des freins que rencontrent les collectivités et les leviers dont elles pourraient disposer pour mettre en œuvre sur leur territoire des initiatives en faveur de la transition écologique et sociale. Dit autrement, c'est en gros qu'est-ce qu'on fait pour changer nos modes de consommation, de production, dans l'optique de maintenir des conditions de vie acceptables sur Terre, pour développer un projet de société qui réduise les inégalités, quelles qu'elles soient, et puis également changer la relation qu'on a au vivant. Alors, pour évidemment, si on a des expériences d'élus dans la salle, on est entrepreneurs de retour d'expérience par ailleurs, et également, n'hésitez pas au cours de la conférence à poser des questions. Nos intervenants et intervenantes sont heureux d'être interrompus pour y répondre. Donc pour les présentations que nous allons avoir aujourd'hui, on espère sont normalement assez complémentaires. Donc dans un premier temps, nous aurons Éric Toussaint qui abordera une question d'un frein identifié qui est l'accès au financement des municipalités, des collectivités, et une façon de lever ce frein. Alors, pour présenter brièvement Éric, il est porte-parole international du Comité pour l'abolition des dettes légitimes. Il est notamment l'auteur de plusieurs livres et publications dont certaines sont présentes sur la table à droite. Et il a été également coordinateur scientifique de la commission d'audit de la dette grecque, mise en place par la présidente du Parlement grec en 2015. Pour le moment, on m'entend à peu près. Ouais. Voici pour la première intervention. La seconde, et Éric, c'est la deuxième ou troisième fois que tu viens aux amphis. La deuxième fois. Deuxième fois, nous te remercions pour avoir accepté. Et merci pour l'invitation. Seconde intervention, nous sommes également très heureux d'accueillir deux coprésidents du Sol Violette, monnaie locale de Toulouse que certains et certaines connaissent probablement déjà. Donc nous avons alors Andrea Caro, qui est déléguée générale du mouvement Sol, donc tu nous préciseras. Donc du mouvement Sol, monnaie citoyenne vers le bien vivre. Elle est experte et cofondatrice de plusieurs monnaies locales en France et co-inspiratrice du réseau espagnol et canadien des monnaies citoyennes. Si tu peux en rajouter, je le rajouterai. Nous avons également Julien Usanu, qui, donc, comme je l'ai dit, est coprésident de l'association. Et qui est par ailleurs ingénieur et travaille actuellement en classe. Des mesures à prendre liées pour ouvrir l'espace pour une autre politique des collectivités. Et je pense que le deuxième plan qui va être développé, c'est à l'échelle locale, qu'est-ce qu'on peut faire, et notamment en développant et en soutenant la dynamique, l'initiative des monnaies locales, qui est une initiative très importante. Et donc, ce premier plan plus général, je dirais, si on parle de la transition énergétique et écologique, la crise est d'une telle ampleur sur le plan mondial, et il y a une telle urgence que ce qui devrait être fait au niveau des collectivités locales est tout à fait fondamental. Alors, pour pouvoir le faire, il faut la volonté locale, mais il y a une série de blocages institutionnels sur le plan national, voire européen, qu'il faut également lever. Et donc, c'est à partir d'un gouvernement de gauche, d'un gouvernement populaire, qu'on peut prendre des mesures à la hauteur de ce qu'il faut faire. Ce qui n'empêche pas, je répète, que tout ce qui est possible déjà aujourd'hui est à prendre, à soutenir, etc. C'est fondamental au niveau des collectivités locales parce que il faut absolument développer, je pense que vous en êtes tous convaincus, les circuits courts.
pour répondre à la crise climatique et pour améliorer les conditions de vie immédiates d'une majorité de la population. Il faut décentraliser radicalement la production d'énergie. On a toute une série d'études et d'expériences concrètes qui montrent qu'il est beaucoup plus intéressant de produire avec des petites unités locales l'énergie électrique à partir du solaire, à partir de petites éoliennes, à partir de petites unités de production d'électricité sur la base de l'énergie des cours d'eau. En produisant localement, on réduit radicalement, évidemment, et avec des sources d'énergie renouvelables, on réduit radicalement les émissions de gaz à effet de serre. Et en décentralisant radicalement, on permet aux citoyens et aux structures qui les représentent de contrôler de manière transparente la production de l'énergie et la distribution de celle-ci, en réduisant radicalement les pertes liées au long circuit de distribution dans une série de cas. Il est évident aussi que le levier gouvernemental est fondamental, par exemple, s'il s'agit de fermer les centrales nucléaires. Ce n'est pas des collectivités locales qui vont pouvoir décider de fermer une centrale nucléaire. C'est une décision d'un gouvernement. D'autant plus qu'il ne s'agit pas simplement de fermer une centrale nucléaire, il faut organiser son remplacement et le traitement des déchets qui ont déjà été accumulés et la décontamination d'un site, ce qui implique des coûts très élevés. À partir du local, il faut aussi réduire la consommation d'énergie, investir dans l'isolement, la rénovation des bâtiments publics, des logements, avec des objectifs tout à fait ambitieux. Comment financer cela? Je pense que l'objectif de décentraliser radicalement et de développer les circuits courts, si on veut l'atteindre, la socialisation du secteur bancaire est un choix absolument essentiel à faire. Alors là, il y a deux options. Je dirais que l'option qui est la préférence dans le livret banque de la France Insoumise, c'est de développer un pôle public bancaire. Et je pense que c'est une des deux options. Personnellement, je pense qu'il faut aller plus loin, qu'il faut une socialisation complète du secteur bancaire. C'est-à-dire qu'il faut prendre la décision au niveau d'un gouvernement d'exproprier les capitalistes du secteur bancaire et de transformer l'ensemble de l'activité de crédit, d'épargne et d'investissement en un service public. Il faut déconcentrer radicalement le secteur bancaire. Bon, si vous prenez aujourd'hui les 4 grandes banques françaises, ça fait BNP Paribas et Société Générale, les deux font à peu près 2000 milliards d'actifs chacune. Et puis on est juste en dessous de 1500 milliards pour Crédit Agricole et le groupe BPCE. Donc ces 4 banques font 7000 milliards et le produit intérieur de la France, c'est 2000 milliards. Les actifs des banques françaises, des 4 principales, c'est 3,5 fois la production de richesse annuelle en France. Et si on analyse bien, 90% de ça, absolument inutile pour la collectivité, ou même totalement contraire aux intérêts de la collectivité. C'est pas que c'est inutile, c'est que ça implique de tels risques et ça provoque de tels effets spéculatifs que en cas de crise, et on est certainement proche d'une nouvelle crise, en tout cas les éléments d'une nouvelle crise bancaire sont réunis,
La question, c'est de savoir quand elle va éclater. C'est pas est-ce qu'elle va éclater, c'est quand elle va éclater. Et là, le rôle de la politique de la BCE et de la Réserve fédérale des États-Unis est un élément clé de ce côté-là. Donc, il est fondamental de répondre radicalement à cette situation et de désenfler l'énorme bulle spéculative bancaire qui constitue une bombe à retardement et une menace permanente pour la société. Bon, vous savez comme moi, de toute façon, qu'en plus ces banques travaillent activement au changement climatique, qu'elles financent toute une série de projets qui vont justement dans le sens de la catastrophe écologique, alors que bien sûr elles prétendent faire du capitalisme vert et qu'elles aident soi-disant la communauté à organiser la transition. On ne peut pas leur faire confiance et pour moi il est fondamental de considérer que le secteur du crédit, de l'épargne et de l'investissement doit être géré comme un service public, qu'il doit y avoir une mission de service public, qu'il faut que l'ensemble du personnel des banques soit évidemment conservé et la possibilité de se recycler dans une nouvelle démarche, à savoir décentraliser à fond un service public bancaire, avoir des agences locales partout qui permettent de concentrer l'épargne des citoyens et de soutenir des projets localement pour les financer et de soutenir des projets locaux contrôlés directement par les citoyens, discutés par les citoyens. Et évidemment des prêts, des crédits octroyés à des ménages, à des collectivités locales, à des petites et moyennes entreprises, et tout ça avec une charte donnant la priorité aux énergies renouvelables, à tout ce qui est circuit court, à tout ce qui est économie sociale et solidaire, et soutien aux services publics, etc. Une socialisation du secteur bancaire, ça peut permettre également d'annuler des dettes privées illégitimes. On a tous vu, je suppose, ici, avec un enthousiasme, le mouvement des Gilets jaunes et ce qu'il a représenté. Et si on a bien écouté ce que beaucoup de témoignages de Gilets jaunes ont indiqué, c'est que le nombre de Français et de Françaises qui ont des fins de mois extrêmement difficiles ou des moitiés de mois extrêmement difficiles et ont des dettes importantes auprès des institutions privées, le nombre d'habitants de la France et d'habitantes de la France soumis donc à la dictature quelque part de crédit qu'ils n'arrivent pas, de crédit à la consommation, de crédit hypothécaire, de crédit pour l'achat de biens d'équipement de base, qu'ils n'arrivent pas à payer facilement et où ils doivent donner la priorité à rembourser le banquier plutôt qu'à nourrir correctement leurs enfants ou à se cultiver. Le poids de ça sur la société, sur nos sociétés, y compris dites développées, est devenu tout à fait prégnant, est devenu tout à fait important. Et donc apporter une solution aux dettes privées illégitimes, y compris par des mécanismes d'annulation ou d'allègement radical, est extrêmement important. De même qu'une socialisation du secteur bancaire peut permettre aussi, puisque les banques sont les principaux créanciers de la dette souveraine française, il y a une partie des marchés financiers étrangers, on va dire une moitié, et l'autre moitié, c'est essentiellement les grandes banques françaises qui investissent dans les titres de la dette. Vous savez peut-être comme moi qu'à la Libération, le gouvernement français a nationalisé les banques et a créé le circuit, ce qui s'est appelé
le circuit du trésor, à savoir que le trésor français émettait des titres, décidait des taux d'intérêt auxquels il rémunérait ces titres et obligeait les institutions bancaires nationalisées à acquérir des titres pour un montant donné. Ça a fonctionné jusqu'au début des années 70 et la dette publique de la France était entre 20% et 30% du produit intérieur brut, alors que maintenant c'est autour de 95% du produit intérieur brut. Et avec bien sûr l'impact du traité de Maastricht qui a interdit à la Banque de France de prêter directement au pouvoir public français. Donc, pour revenir à ce qu'un gouvernement populaire devrait faire dans un pays comme la France, je pense que minimum, c'est développer un pôle public bancaire à partir de ce qui existe et en regroupant une série d'institutions publiques déjà existantes et en le renforçant. Mais personnellement, je pense que mettre en concurrence ce pôle public bancaire avec BNP Paribas, Crédit Agricole et autres va créer dans un monde européen où il faut la parfaite concurrence une inégalité de situation et qu'il vaut mieux donc dire tout de suite et annoncer qu'on est pour la socialisation. À partir du moment où on socialise, il faut imaginer qu'on n'a plus du tout le même type de structure de banque. On a donc des agences locales d'un service public qui sont directement en connexion avec les collectivités locales, avec les citoyens, etc. Ça ne résout pas toutes les questions de la transition écologique, parce que les grands projets comme la fermeture des centrales nucléaires et un investissement massif, par exemple, dans les transports collectifs pour abandonner la priorité à l'automobile, ça implique des investissements sur plusieurs dizaines d'années, ça implique un plan national de la transition énergétique, et là, ça implique des dotations à partir du budget de la France, et ça implique des emprunts publics. Et là, j'en viens à cette question des emprunts. Pour le moment, une très grande partie de la dette publique française, donc qui atteint presque 95% du produit intérieur brut de la France, peut être considérée comme une dette illégitime parce qu'elle a été accumulée suite au manque à gagner en termes de recettes fiscales dues aux cadeaux fiscaux faits aux plus riches, et la chute des rentrées fiscales a amené l'État à équilibrer son budget en recourant à l'emprunt public, en émettant des titres qui sont achetés par les marchés financiers étrangers ou par les grandes institutions bancaires privées. Il faut savoir que les petits porteurs de la dette publique en France, c'est quelque chose comme 3% de la dette publique française. Ce sont donc de grands organismes privés et tant étrangers que nationaux qui détiennent la dette publique française. Une grande partie de la dette publique telle qu'elle existe actuellement résulte des cadeaux fiscaux faits aux plus riches. Deuxièmement, une bonne partie de cette dette résulte de l'interdiction faite aux autorités de la France d'emprunter auprès de la Banque de France et donc de dépendre des marchés financiers. Vous me direz, oui, mais de toute façon, aujourd'hui, on émet des titres quasiment à taux négatif, c'est pas important. Ceci, il faut comprendre que la dette que rembourse la France, ce n'est pas simplement ce qu'elle émet comme emprunt aujourd'hui à taux très faible, mais des emprunts passés à 10 ans ou à 15 ans, avec des taux d'intérêt qui pouvaient être de 2 ou 3 ou jusqu'à 4% de taux d'intérêt. Et surtout penser que dans le futur, la politique des bas taux d'intérêt pratiquée par la BCE va arriver à sa fin et qu'à un moment, les taux vont remonter et qu'ils vont remonter d'une manière, on va dire, brutale et augmenter d'une manière très très forte
le service de la dette publique qui pour le moment est gérable vu que les taux moyens sont bas historiquement. Mais donc, l'augmentation très importante de la dette publique française à partir des années 80, comme celle d'autres pays de l'Union européenne, c'est largement le résultat de l'interdiction faite au pouvoir public des pays de la zone euro et de l'Union européenne de recourir au financement de leur banque nationale, et donc ce qu'on appelle la monétisation de la dette publique. Il y a aussi des grands projets qui ont été financés et qui sont tout à fait contraires à l'intérêt de la population, des projets y compris militaires soutenus, de l'industrie d'armement soutenue par des subventions publiques. Et donc, un gouvernement populaire devrait changer radicalement de politique, soutenir un audit de la dette publique et remettre en cause le paiement de la partie illégitime, identifiée comme illégitime de la dette publique réclamée à la France. Et se lancer dans un autre type de politique d'emprunt pour des objectifs légitimes, donc la transition énergétique, plus de justice sociale, présenter ces grands projets et proposer d'émettre des titres publics pour soutenir ces grands projets. Et donc, revenir d'une certaine manière aussi au circuit du trésor, c'est-à-dire obliger les ménages les plus riches et les entreprises les plus importantes à contracter des titres de la dette publique à taux zéro, donc un emprunt forcé de ce côté-là, et par contre proposer aux ménages, via le livret A ou d'autres formules, de participer volontairement au financement des grands projets de la transition énergétique avec un taux réel rémunérateur, par exemple garantir 2%, 3% de taux d'intérêt réel hors inflation. Bien sûr, ça implique de rentrer directement en conflit avec les traités européens, avec la structure même de l'Union européenne, et donc ça implique, mais ça, la France insoumise le dit très clairement, une désobéissance par rapport au traité. Donc, oui. Oui. Par rapport à la titrisation justement de la dette publique, je suis d'accord avec vous que la titrisation de la dette publique qui est achetée entre guillemets par des grands groupes privés ou des banques commerciales, c'est néfaste. Mais en quoi ça serait meilleur si c'était acheté par des citoyens? Est-ce que ça risquerait pas est-ce que cet emprunt populaire marcherait? Moi, je suis persuadé que ça marcherait. Chaque fois qu'il y a eu un appel, et ça dans différents pays européens, à la population pour financer des projets, en plus si ces projets sont bien expliqués et montrent l'importance en termes de justice sociale et de transition énergétique, je suis persuadé que ça marcherait, d'autant que les citoyens vont comparer des taux qui sont nuls pour le moment au niveau bancaire et des frais bancaires, mais ça vous en parlerez demain, qui sont très élevés. Et donc non seulement les taux sont nuls dans le système bancaire actuel au niveau des dépôts, mais si vous additionnez le coût des frais bancaires, vous payez votre banque pour lui prêter pour que celle-ci utilise le salaire ou l'indemnité que vous recevez sur votre compte bancaire en début de mois et l'utiliser pour spéculer avec votre argent. Donc vous la payez pour qu'elle spécule avec votre argent. Si je peux appuyer sur la réponse, puisque je suis dans le domaine bancaire, aujourd'hui les banques se sont aperçues qu'effectivement les citoyens sont très très appétents à placer pour l'écologie, si bien qu'ils ont fabriqué des produits qui vendent à la clientèle bancaire en faisant passer ces produits pour des produits qui vont servir à la transition écologique, etc.
Mais quand vous vous amusez à regarder dedans, c'est des produits où vous avez 50 actions dedans qui sont renouvelées tous les jours, donc vous ne pouvez rien y comprendre. Hein, si vous essayez de lire les conditions, aujourd'hui elles sont telles, demain c'est aux actions, et vous retrouvez même du total dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques ont bien vu l'appétence des citoyens. Les citoyens aimeraient que leur livret A serve comme avant à l'énergie, au logement, à renouveler l'énergie, à financer aussi le travail. Sauf que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'État a repris à travers la Caisse des dépôts la mainmise sur cet argent et le citoyen n'a plus du tout la main des projets qu'il souhaiterait réaliser avec ses placements. Et donc, pour répondre à cette question, grand oui, si demain on fait un livret et qu'on confirme et qu'on promet et que c'est acté que ça va vers la transition dont les citoyens seront acteurs puisque ce seront eux qui seront amenés à voter sur les projets principaux à financer d'abord, hein, puisqu'il y a des priorités, oui ça fonctionnera. On peut donner l'exemple, on peut donner l'exemple du Japon où la dette publique est à 150% du PIB. 230. 230, bon, 230. Je suis très en retard, Ouais. mais où en fait la dette publique est détenue par les Japonais à plus de 90%. C'est-à-dire que les citoyens ont accepté de financer la dette publique. Oui, et sans que ça corresponde, ceci dit, à une politique de transition, etc. Mais effectivement, et donc, il faut imaginer, je pense, l'enthousiasme réel qui serait créé par un gouvernement expliquant à la population à quoi va servir de futurs emprunts publics. Et je pense que, enfin, moi, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ça peut marcher. Bien sûr, on affrontera une campagne médiatique extrêmement dure, mais en même temps, il y a un tel discrédit sur le discours des médias d'une certaine manière que les gens sont assez vaccinés maintenant. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais ils sont de plus en plus vaccinés par rapport au type de campagne de discrédit qui peuvent être lancées. Ce sera à vous après. Oui, bonjour. Là, on est vraiment sur un niveau national, avec des obéissances sur les traités européens, sur les emprunts de livret A qui sont d'instance et nationale et même quasiment européenne. La difficulté, et je trouve que c'est toujours un angle mort dans ce type de discussion, c'est pas une critique, c'est pour ouvrir, c'est l'articulation des collectivités territoriales. Les villes comme les intermédiaires. Mais on va y passer immédiatement. Donc moi, j'arrive à la fin de ma présentation et donc on s'est distribué le travail et je ne voulais pas parler à la place de... En fait, le but, c'était d'expliquer ce qui se passe actuellement et ce qu'on aimerait... et ensuite, le pourquoi, avec un grand merci de la présence de la salle Violette, comment faire en attendant qu'on arrive à... Donc exactement, là, et merci pour déboucher sur la transition, c'est que je n'ai pas parlé de monnaie locale et je pourrais parler aussi de monnaie complémentaire au niveau national, parce qu'un gouvernement pourrait instituer aussi une monnaie complémentaire à partir du gouvernement, qui ne serait pas en contradiction avec des monnaies locales. Mais évidemment, dans l'immédiat et dans le concret, ce que j'ai expliqué et qui implique des grands choix nationaux est absolument pas, ne substitue en rien, dans l'attente du grand changement politique, à des initiatives locales extrêmement importantes et utiles comme celles que Andrea et Julien vont présenter tout de suite. Mais ça me paraît très important justement, nous, de résoudre quelque part ce dilemme entre ceux et celles qui disent, écoutez, sur le plan global, de toute façon, c'est juste des vœux pieux et on ne va pas y arriver, et on va, sur le plan local, faire ce qui est possible et, à partir de la contagion du local, résoudre les problèmes. Comme je l'ai dit, vous ne fermerez pas des centrales nucléaires à partir de l'initiative locale. Et vous ne lancerez pas un grand programme pour remplacer les autoroutes à péage par une SSCF de nouveau dotée de moyens pour développer les réseaux interurbains et intra-urbains. Donc il faut la combinaison des deux choses. Donc par rapport à ce que je viens d'expliquer, qui est macro
oui, là j'ai amené toute une série de publications que vous pouvez acquérir tout à l'heure. Je m'arrête sur ma partie et je serai tout à fait prêt à répondre tout à l'heure à des questions, et y compris sur des choses qui ont eu lieu. Il y a une question quand même. Ouais. Oui. Je ne veux pas donc parce que c'est la deuxième partie qui m'intéresse. C'est BNP Paribas, ce que c'est le Crédit Agricole, ce que c'est la Société Générale et le groupe BPCE, avec Natixis dedans, parce que Véronique est du groupe BPCE, bon, et les travailleurs, les employés du groupe BPCE savent combien ils ont dû payer eux pour sauver Natixis, et combien ça a coûté aussi au Trésor français le sauvetage de Natixis, qui continue dans la spéculation totale. On fait des trucs pour dénoncer les banques, et alors Ce qu'il faut savoir, le public apprécie, je pense, l'histoire des faucheurs de chaises. Il n'y a pas eu de rejet par rapport à cela. Et donc, je pense qu'il faut continuer dans ce type d'opération de discrédit, de montrer toutes les filiales qu'elles ont dans les paradis fiscaux, tout le financement de projets qui détruisent la nature et le climat, etc. Il y a encore bien sûr du travail à faire, mais elles-mêmes, elles ont une telle maintenant visibilité, malgré leurs mensonges, que je pense qu'elles ont fait une bonne partie du travail par leur pratique. et juste pour conclure avant qu'on passe aux collectivités, il faut savoir quand même qu'à la crise de 2008, si on avait eu la volonté politique de sortir de tout ça, il y avait des grands tests qui disaient « Ah, ça coûterait trop cher de renationaliser les banques, c'est pas possible ». Aujourd'hui, quand on parle du bilan des banques, c'est du vent. La création monétaire, c'est du vent. L'argent n'existe pas, c'est juste des chiffres. Et on avait calculé qu'en fait, en réel, en vrai, et par des gens très doués dans le domaine, c'était 55 milliards pour attraper une année de budget pour la transition écologique, pour rattraper les 4 plus grandes banques. Donc la banque, elle n'existe que parce qu'on veut la laisser exister, parce que la création monétaire, vous mettez 10, la banque peut vous en prêter 1000, c'est juste pas possible. Cet argent n'existe pas. On nous commande, on nous dirige sur quelque chose qui n'existe pas, sur du vent. Et il faut juste que la population prenne ça à bras-le-corps et dise stop. Et demain, comme je disais tout à l'heure, on fera justement une conférence, je le jette comme ça vite fait à 11h15 avec Alexis, contre les frais bancaires, parce que ça aussi, c'est une atrocité, et c'est aux citoyens de s'élever contre ça. Mais du coup, maintenant, passons. Merci. Aux collectivités. Et pardon, monnaie locale. Tu prends un main, Julien? Oui, donc du coup, Julien Usanus, ça fait un an à peu près que je suis dans l'association du Soblette en tant que coprésident avec Andrea et un des membres fondateurs du projet il y a une dizaine d'années. Donc l'idée des monnaies locales, en fait, c'est de partir un peu du constat qui a été dressé, c'est-à-dire que la masse monétaire, globalement, il y en a qui circulent très largement au-dessus de nous, et en fait d'essayer de capter toute cette masse monétaire qui au final ne sert pas forcément le bien des citoyens ou le bien de la communauté, le capter et de le transférer vers quelque chose qui nous correspond un peu plus. Donc par exemple pour Soblette, ça se manifeste par la création et l'émission de ces petits coupons-là. Et donc je vais essayer rapidement de vous dresser un petit peu les 5 points clés qui sont nécessaires à l'émission de ces petits coupons. Et puis Andrea pourra préciser si jamais il y a des petites incompréhensions. Et c'est pareil, s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez préciser, n'hésitez pas à m'interrompre. L'idée, c'est d'échanger un petit peu sur ce type d'outil-là. Donc du coup, le constat à la base qui a été fait il y a une dizaine d'années, c'est, suite à la crise de 2008, c'est vraiment qu'il y a de la monnaie qui circule, il y en a beaucoup, mais qui ne nous sert pas nous, et on ne sait pas trop ce qu'elle devient. Donc l'idée, en fait, c'est déjà de transférer, pour recevoir ces billets-là, un coupon en monnaie locale, il faut le mettre une contrepartie sur un compte bancaire qui sert, si jamais la monnaie ou l'association qui gère la monnaie s'effondre, il faut pouvoir toujours garantir la masse monétaire en circulation sur des fonds euros. Donc ces fonds sont gérés par des établissements, par des banques ou des établissements financiers qui ont des objectifs un peu plus éthiques. Par exemple, la majorité des monnaies locales travaillent avec les crédits municipaux, avec le crédit coopératif, le crédit mutuel ou la NEF, enfin voilà, des établissements en fait qui flèchent un peu plus
qui financent un peu plus, qui flèchent l'argent vers des projets qui correspondent un peu plus, qui financent la transition, le développement durable, etc. Donc l'idée, voilà, c'est de capter déjà dans un premier temps toute la masse monétaire que nous avons sur nos comptes dans les banques qu'on a déjà précédemment citées, qui servent le plus la spéculation, c'est de les capter pour les intégrer dans l'économie réelle sur des fonds, voilà, qui financent les développements durables, et d'augmenter le pouvoir de ces banques un peu plus alternatives, un peu plus éthiques. Voilà, d'essayer de diminuer à la fois la puissance des grands établissements bancaires et d'augmenter celui des banques un peu plus locales, un peu plus éthiques. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le second point qui est lié à la création des billets et à l'émission de cette masse monétaire, c'est que, j'en ai déjà un petit peu parlé, justement, ces banques, ces établissements, elles favorisent et elles flèchent l'argent vers des projets qui nous correspondent un peu, qui correspondent à ce qui a de la valeur vraiment pour nous. Par exemple, nous, à Toulouse, on travaille avec le crédit municipal qui se sert de l'argent qui est placé sur ces fonds-là pour financer des microcrédits à taux zéro pour des personnes en situation d'exclusion financière. Le crédit coopératif, lui, c'est l'argent qu'on a là-bas qui sert de garantie à la monnaie. À la monnaie locale, il est placé sur le fonds Agir, je crois que ça s'appelle. Donc c'est un fonds voilà, qui finance des projets de développement durable. On pourrait aussi très bien travailler avec la NEF qui permet, elle encore plus je crois vraiment de choisir vraiment les projets qu'on veut soutenir. Enfin, voilà. Globalement, les projets de monnaie locale essayent de se rapprocher de ces établissements-là pour vraiment que le citoyen il puisse avoir conscience et il puisse vraiment donner du sens à quoi sert son argent qu'il a en stock. Donc ça, c'est les deux premiers points en fait sur la partie qui concerne les euros qu'on sort du système financier classique et qu'on intègre dans le système financier de l'économie réelle. Du coup, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a déposé ces euros sur un compte, l'association peut donner de la valeur à ces petits coupons billets que j'ai là. Vous pourrez les voir après, ou on peut même les faire passer si vous voulez. Il faut les rendre après. Ceux-là, du coup, ils sont pas. Sont des démons. Sont des démons. Ils ont pas la pastille de. Ils n'ont pas la pastille qui garantit leur sécurisation. Donc, vous pouvez les prendre, ils n'ont pas de valeur. Mais voilà, sinon, pour leur donner de la valeur, en fait, il faut donner l'équivalent en euros. Donc, et ces euros, ils servent des projets de développement durable. Ensuite, on reçoit ces petits coupons billets-là qu'on fait circuler dans un territoire, qu'on fait circuler localement. C'est vraiment ça l'intérêt aussi du coup d'une monnaie locale, c'est de favoriser la circulation. Les études qui ont été faites il y a quelques années sur le Soviet ont montré que par exemple ces coupons de monnaie locale ils circulent 5 à 6 fois plus vite que l'équivalent en euros en fait. C'est vraiment la monnaie locale, du coup, elle permet de créer de la richesse localement, mais non seulement elle la crée, mais elle permet de la conserver et de la multiplier. Parce qu'on sait très bien que le coupon billet, il va être réutilisé au sein de la localité, et pas déposé sur un compte bancaire, et ensuite, ça fait pipe, on ne sait pas où il est. Là, on sait vraiment que ce coupon, il va circuler au sein du réseau, et donc du coup en circulant, cette circulation qui crée la richesse, qui crée une dynamique locale de production vachement intéressante et qui donne encore plus de sens à notre action. Pourquoi ça circule vite? Par exemple, à Toulouse, on a mis en place un système de fonte monétaire qui fait que si le billet il n'est pas échangé dans les 3 mois qui suivent son dernier changement de main, il perd 2% de sa valeur. Donc ça peut sembler un petit peu punitif, vraiment pénaliser la circulation de la monnaie, mais en fait c'est un peu plus à vocation pédagogique pour dire que en fait la monnaie, de notre point de vue, c'est un outil qui sert d'échange et pas forcément de stock pour stocker et épargner. L'euro, ça le fait ça très bien. Donc du coup, nous on a mis en place un système local vraiment à but d'échanger et de créer une dynamique locale. Donc déjà il y a ça, et en plus il y a le fait que quand un citoyen échange des euros pour créer de la monnaie, c'est qu'il en a besoin. Donc du coup c'est que cette monnaie il va l'utiliser. Donc du coup il y a moins d'idées et moins le besoin en fait de stocker de l'argent à travers cette création de la monnaie. Donc du coup voilà, le troisième point c'est vraiment d'augmenter et de faire en sorte que la monnaie elle circule dans un territoire et entre les différents acteurs de ce territoire, à la fois les collectivités, à la fois les prestataires, donc ce que nous on appelle les prestataires, c'est les commerçants, les professionnels, et aussi les solistes, donc les utilisateurs, les consommateurs.
Donc voilà, ça c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est bien que ça circule, mais aussi il faut que ça circule dans un réseau qui a du sens aussi, qui a du sens à nos yeux. Donc ça, pour garantir ça, pour avoir confiance dans le réseau de circulation et le réseau de consommation, on a une charte, et toutes les monnaies locales globalement ont une charte à laquelle doit obéir le commerçant qui candidate pour intégrer le réseau. Donc il y a une charte qui aborde différents points. Il va y avoir la politique salariale, la politique écologique, enfin voilà, donc il y a 5 ou 6, globalement 5, ils doivent remplir un questionnaire d'environ 4-5 pages, et ensuite, une fois qu'on a ce questionnaire rempli, on se réunit dans l'association et on valide ou pas le prestataire. Alors, faut pas non plus, là aussi c'est pareil, on pourrait se dire, ouais, c'est vachement quand même restrictif comme démarche, c'est-à-dire que si quelqu'un il fait globalement tout bien, il essaye de payer à la juste valeur ses salariés et tout, mais qu'à un moment il s'approvisionne parce qu'il n'a pas trop le choix ou parce que c'est plus pratique pour lui chez un commerçant qui n'est pas bio, ben on va l'exclure. Non, c'est pas forcément ça. On a aussi envie d'intégrer dans ce réseau des entreprises qui ont envie de faire la démarche de transition. Donc c'est pas parce qu'un prestataire ne coche pas toutes les bonnes cases dès le début qu'on va l'exclure, mais on va l'intégrer, on va lui dire, bah voilà, vous pouvez travailler dans ce sens-là. Donc c'est aussi une des missions de l'association, c'est d'essayer d'indiquer, bah voilà, votre problématique, on travaille avec tel autre commerçant qui a fait comme ça, vous pouvez peut-être vous en inspirer, vous pouvez peut-être travailler avec lui. Enfin voilà, l'idée c'est de mettre en relation aussi comme ça tous les acteurs d'un territoire en relation pour qu'ils s'améliorent les uns les autres, qu'ils partagent leurs connaissances et du coup, ça donne aussi confiance à nous, utilisateurs. On sait que quand on va aller dans un commerce chez un commerce de l'annuaire sur la ville de Toulouse, par exemple, ou n'importe lequel, on sait que bah, voilà, ce commerçant, il respecte une certaine charte éthique, qu'il a envie de faire des choses qui vont dans notre sens, en fait, dans le sens où on a envie que le monde aille. Donc voilà, ça c'est le quatrième point. L'argent circule dans un réseau dans lequel on peut avoir confiance, dans un réseau qui est contrôlé. Et on sait que l'argent qu'on place aussi dans la circulation, il sert à des entreprises de la transition. Comment ça fonctionne? Bah, du coup, un soliste va chercher des sols à la banque, ensuite il paye ses courses avec. Le prestataire, du coup, il a plusieurs choix. Il peut payer ses fournisseurs. S'il a des fournisseurs qui sont dans le réseau, il peut payer ses salariés. Il peut offrir des gratifications à des stagiaires, à des volontaires qui viennent ponctuellement sur des événements pour l'aider. Et l'idéal, ça serait aussi qu'ils puissent payer les collectivités locales des services locaux. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué dans la pratique. Mais l'idéal, voilà, ça serait vraiment aussi que les collectivités puissent s'intégrer un peu plus ça et offrir des solutions. Ça aussi, on peut le faire passer si vous voulez. Pour favoriser la circulation de la monnaie dans le territoire. Et voilà, comme ça, en fait, du coup, la monnaie de base, les euros sont captés de la sphère financière et ensuite ils circulent dans l'économie réelle. Ils encouragent la production, ils créent des richesses. Et les richesses ne s'évaporent plus au sein d'un réseau qu'on ne maîtrise plus. Et le dernier point qui est super important, c'est que cette association, elle est entièrement gérée par les citoyens. Donc la monnaie, elle sert les citoyens et elle est gérée par des citoyens. En 2008, c'est un groupement de citoyens qui ont commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on allait faire pour faire fonctionner la monnaie. Ensuite, ils ont été voir des collectivités qui ont soutenu le projet. Mais c'est pas parce que, par exemple, une collectivité subventionne le projet que c'est elle qui va décider, en fait. Nous, par exemple, dans nos statuts, on a ce qui constitue le conseil d'administration et globalement l'organe de décision. C'est un conseil de 4 collèges, donc un collège des consommateurs, le collège des solistes, un collège des pros, donc le collège des prestataires qui représente les commerçants, un collège des collectivités qui va représenter toutes les collectivités qui ont à partie dans l'association, et aussi le collège des partenaires. Donc là, le collège des partenaires, c'est ce qui va rassembler les banques et les établissements financiers qui soutiennent le projet. Et au final, ces collèges, ils sont à égalité en fait dans le processus de décision, ils ont une voix chacun.
Il y a aussi, on fait des assemblées plénières qu'on essaye de faire tous les mois, tous les 2 mois, enfin très régulières, pour présenter un peu l'avancée du projet. Sur ces assemblées, on convie l'ensemble de nos adhérents, mais aussi n'importe qui veut découvrir le projet est le bienvenu. Et n'importe quel adhérent peut aborder le point qu'il souhaite lors de ces assemblées. N'importe quel adhérent peut proposer un point à l'ordre du jour et puis on va s'appliquer et répondre. Lors de ces assemblées aussi, du coup, on essaye de former des groupes de travail qui vont réfléchir, travailler, se réunir peut-être plus régulièrement encore sur différents aspects de la stratégie de développement ou d'animation de l'association. Et voilà, tous ces groupes de travail, l'organe de décision, globalement, il est porté par les citoyens. Voilà, c'est vraiment les Toulousains qui décident du sort de leur monnaie. C'est un outil qui est à leur disposition et voilà, on en fait ce qu'on en veut. Les coupons billets, par exemple, c'est un bel exemple de réalisation citoyenne, c'est-à-dire qu'on a fait passer un concours photo pour que ce soit des images à l'image de Toulouse sur les billets. Ensuite, on a fait un vote, on a fait un financement participatif pour l'impression, c'est la mairie qui a participé aussi essentiellement à l'impression des billets. Donc voilà, tout ça, ça a été fait en consentement avec l'ensemble des citoyens. Donc voilà globalement les 5 points, les choses importantes à retenir sur le fonctionnement de la monnaie. L'idée, c'est vraiment de transformer la masse monétaire qui n'est pas utile à la démarche de transition en la fléchant de 2 manières vers des projets qui favorisent le développement durable, donc à la fois sur des livrets d'épargne bancaire qui soutiennent ces projets soit écologiques, soit de manière sociale, comme les crédits municipales, et ensuite via l'émission de coupons billets ou de monnaie numérique, on a aussi la circulation et le développement d'un réseau d'acteurs qui sont au sein d'un même territoire géographique aussi, qui se reconnaissent comme étant acteurs d'un même territoire de valeur. Donc voilà, favoriser la circulation des billets là-dedans et du coup favoriser la croissance de ces différents acteurs, leur donner les moyens de continuer à entreprendre ce qu'ils font. Et enfin, tout ça, voilà, c'est mis en place par globalement des citoyens ou des collectivités, mais qui dialoguent entre tous les acteurs qui sont concernés par cette monnaie, au final ont leur mot à dire et peuvent s'exprimer sur la façon dont est gérée la monnaie, dont il faudrait aller voir telle ou telle personne, il faudrait faire comme ça, il faudrait se rapprocher de telle ou telle monnaie. Enfin, voilà. Globalement, tous les points sont discutés en assemblée générale et validés au consensus. La mairie soutient, mais on ne peut pas payer la cantine avec. Alors, je vais expliquer, parce qu'en fait, c'est un processus beaucoup plus long. Mais j'y reviendrai. Mais il y en avait une autre question aussi, peut-être si c'est des compréhensions. Sinon, je vais compléter et après, peut-être. J'avais 2 questions, une par rapport à la mairie, c'est-à-dire on sait que c'est un projet qui a été soutenu par la municipalité Cohen. Quelles difficultés ou quelles facilités vous avez avec le Moulin? Ça nous intéresse directement pour les municipales. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez un rapport avec la monnaie libre June sur l'Occitanie? Voilà. On reviendra. Avec quoi? La monnaie libre, les monnaies libres. J'avais 2 questions. Je croyais savoir qu'un euro comptait double, parce que la banque peut emprunter auprès de la BCE le même montant que ce qui est bloqué. Donc en fait, elle peut prêter 2 fois plus d'argent que ce qui est bloqué. Je pense avoir ça. Et puis deuxième question, déjà c'est une question, quel est le seul minimum pour commencer à développer la monnaie locale, c'est-à-dire en volume, en nombre de prestataires? Quand est-ce qu'on peut y faire parler des chiffres? Peut-être qu'on fait un petit... Bon, on va faire un petit truc sur compréhension le dédoublement monétaire, parce que c'est important qu'on comprenne bien les 5 leviers de la monnaie, et un peu des chiffres, et je complète tout de suite parce que ça va répondre et ça reviendra aussi sur ça. Quelle est votre masse monétaire? Du coup, c'est vrai que je ne vais pas trop conclure sur les chiffres, mais donc le sol violet, c'est une des premières monnaies à s'être lancée officiellement en France, en tout cas une monnaie locale post-crise 2008, puisque le lancement officiel ça a été mai 2011, donc on a fêté nos 8 ans il y a quelques mois.
À cette occasion, d'ailleurs, on a lancé un portefeuille électronique avec une monnaie numérique qui vient en complément des coupons billets. À l'heure actuelle, on s'est évalué qu'il y a eu environ 2000 personnes qui ont adhéré à l'association, c'est-à-dire qui ont utilisé la monnaie au moins une fois. Les utilisateurs réguliers, c'est plus quelques centaines. Dans les commerçants, donc c'est pareil, c'est un réseau qui vit, qui évolue, parfois plus vite que ce qu'on arrive à suivre. Donc les annuaires, des fois, sont plus forcément à jour immédiatement, mais donc on a entre 150 et 200 commerçants qui les ont pris, qui les prennent toujours. Et la masse monétaire, elle stagne depuis quelques années, enfin depuis 2 ans, là, entre 40 000 et 50 000 sols en circulation. Donc au final, c'est pas grand-chose comparé à tous les échanges qui peuvent se faire sur une ville comme Toulouse. Je n'ai pas compris s'il y avait une réversibilité. Il y en a une, mais que pour les prestataires, qui peuvent reconvertir en payant une pénalité de 5%. Bon, prestataire, c'est-à-dire commerçant. Commerçant. Les solistes, non, on est obligé de... Les banques, oui, des euros qui sont placés en banque qui se permettent de faire du crédit, des investissements pour des projets de la transition, notamment au crédit municipal, au crédit coopératif. Au crédit municipal, qui est une institution financière, c'est une banque de dépôt, donc pas d'affaires. Donc elle ne se donne pas les mêmes règles, mais ça lui permet d'être affecté sur la création du microcrédit à des personnes en exclusion financière qui est à 0% d'intérêt. Donc il y a un double levier, le levier des euros et le levier des monnaies locales. En gros, c'est une transformation et ça revient à faire un filtre pour que la monnaie ne redevienne pas. Et c'est pour ça que si elle est reconvertible, en gros on perd si elle est reconvertible en euros. L'idée c'est qu'elle ne le soit pas pour qu'elle, en tant que filtre, elle circule davantage dans l'économie réelle. En circulant davantage, elle augmente le produit intérieur du territoire puisque ce sont des entreprises qui répondent à des critères éthiques, écologiques et sociaux. Donc l'histoire de l'achat. Pour répondre aussi du coup sur le changement de couleur politique en 2014, donc oui, à l'initiative, c'était la mairie Cohen qui avait soutenu le projet. Elle soutenait de 2 manières, globalement en subventionnant et aussi en mettant en place des petits revenus de base via des maisons de chômeurs en fait. C'était 30 sols qui étaient offerts à 120 familles, donc 30 sols par mois sur 120 familles qui étaient financées par la mairie. Donc ça, cette pratique n'a pas été reconduite après au changement de municipalité, mais par contre la municipalité Moudinque a quand même continué à financer le projet en baissant un peu la subvention, mais continue quand même de s'intéresser au projet et de soutenir financièrement l'association. Pour le cas de Toulouse, c'est un projet qui a été toujours voté à l'unanimité au conseil municipal. Et donc ça dépasse aussi un peu les démarches. Ça pose les questions de la conscience commune, on est à une crise financière demain, il n'y a rien en fait. Ça répond aussi à des choses, on a besoin de la créativité, on a besoin des citoyens, on a besoin aussi d'une transition, donc on est conscient d'une démarche écologique en difficulté, etc. Et effectivement, le projet sont des projets qui ne sont pas partisans. On parle des projets citoyens dans le sens de la citoyenneté d'Hannah Arendt, c'est-à-dire élever le sujet à la question du politique. Donc c'est un projet nettement d'économie politique qui a pour but de faire de la monnaie un bien commun. Donc c'est rigolo parce que notre ami Eric, tout ça, il parle de socialiser la banque publique française et nous on dit il faut élever la monnaie à le statut du bien commun. C'est quand même un peu proche, sauf qu'elle est dite autrement et par d'autres biais. Et en faisant ça, les citoyens s'approprient la question monétaire, effectivement, avec une réflexion d'éducation populaire et en même temps, ils s'approprient du territoire. Ils réinventent le territoire via des cartes de confiance. Et la question du territoire, elle n'est pas uniquement une question administrative. Aujourd'hui, en France, il y en a 73 monnaies de ce type-là en circulation et une vingtaine de projets. Pour certaines, ils travaillent au maillage entre les territoires ou à des logiques économiques, des bassins économiques. Donc on va retrouver des territoires qui sont la ville plus une autre partie de la ville, une autre partie d'une autre ville, etc.
C'est un processus qui a démarré pour le cas de Toulouse à partir de 2009, puisque c'était un travail co-construit. Et en 2012, on a reçu une visite de la ACPR, qui est l'Agence du contrôle prudentiel de la Banque de France. Alors, je le dis très mal, peut-être avec mon accent en plus. Et qui est venue à contrôler le crédit municipal et qui découvre qu'il se travaille avec les monnaies locales. Donc, du coup, ils découvrent qu'est-ce que c'est une monnaie locale, puisqu'ils ne savaient pas avant. Et donc, ça nous oblige aussi à travailler sur le fait que les monnaies locales et complémentaires soient inscrites dans le code monétaire et financier, puisque nous, on était au même titre que d'autres services de paiement, les chèques déjeuner ou autres, mais en France, alors ce qui n'est pas interdit est permis dans un état de droit, sauf que parfois, dans la culture, si ce n'est pas écrit, c'est tout simplement pas possible. Donc il fallait que ça soit inscrit dans la loi pour protéger. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de voir un film qui a passé la Arte, qui s'appelait Les Monnaies Miraculeuses, qui racontait l'histoire d'une ville à Würgel, Autriche, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a créé une monnaie, mais qu'après cette expérimentation, et la personne, donc le maire qui était un citoyen comme un autre, un conducteur des banques, des trains qui se retrouvent à un moment donné parachuté, élevé par les citoyens, parce que personne ne voulait gérer, parce qu'on est tous responsables pour faire, mais quand il faut gérer, tout le monde passe le bébé à l'autre, donc il se retrouve à être le maire de ce territoire, et donc il propose une monnaie, la monnaie de Würgel. Et donc c'est la banque de l'époque, la banque centrale autrichienne, qui finit cette expérimentation et il épargne la prison parce qu'il était malade. Mais en gros, c'est quand même quelque chose de terrible. Donc nous, une des premières choses qu'on a travaillé avec tout ce processus, c'est de corriger des choses qui peuvent créer du dysfonctionnement. Donc c'est attelé sur la question de la fausse monnaie, puisqu'il y a, pendant la crise économique de l'Argentine, où il y en a eu beaucoup de monnaies locales, on a retrouvé qu'il y avait beaucoup de fausses monnaies qui se sont créées quand il y a eu la crise. La deuxième chose, c'est mettre la fente, donc la question culturelle de si on n'échange pas, on perd. Et donc ce n'est pas une monnaie pour garder, comme l'euro, même si elle accompagne l'euro et elle est complémentaire à l'euro. Elle est complémentaire parce qu'elle met l'accent sur l'échange et pas sur l'épargne. Elle met l'accent sur l'échange, donc elle est fondante. Donc, on a mis la fonte sur Toulouse parce qu'en Argentine, pareil, quand il y a eu la crise des années 2000, les créditos, qui fonctionnaient très bien, qui était la monnaie locale, il était épargné, les gens ils se sont mis à spéculer. Culturellement, on est quand même très capitaliste, même si on s'est dit d'autres choses. Donc ça, c'était important. Et la troisième chose, c'est celle-là, c'est du cadre légal, qu'il soit solide et qu'il permette à ces types d'expériences de grandir et en plus de prendre toute leur place. Donc c'est une posture aussi stratégique. Donc on a travaillé à partir de ces contrôles de 2012 à voir comment on allait faire pour que les monnaies locales soient intégrées dans la loi. On a eu de la chance qu'il y avait la construction de la loi à l'économie sociale et solidaire, et donc ça nous semblait cohérent puisque les valeurs de la charte qui étaient émises par les citoyens, c'était vraiment la question des valeurs écologiques et sociales. Donc ça colle bien avec l'économie sociale et solidaire. Donc on s'est intégré dans cette loi. Il y a l'article 16 aujourd'hui de la loi de 2014 de la loi de l'économie sociale et solidaire qui dit qu'une structure de l'économie sociale et solidaire, comme une association, peut émettre et gérer un titre de monnaie locale et complémentaire. Et donc ça donne la permission de le faire. En fait, avant, c'était permis avant, sauf qu'il fallait l'écrire. Et ça a permis aussi une deuxième chose, c'est que ce titre de monnaie locale et complémentaire soit intégré du coup dans le code monétaire et financier comme quelque chose de possible. Donc depuis là, on y travaille, on continue à travailler. On a demandé à la ministre de l'époque, à Mme Carole Delga, de sortir des décrets d'application qui ne sont jamais sortis. Par la suite, on a continué quand même à travailler, parce qu'il faut être têtu, quand même. Il faut s'accrocher, il faut y aller. Et donc, fin 2016, avec la loi au numérique, il y a eu d'autres choses qui ont été possibles, donc qui ont ouvert la question des portefeuilles numériques, donc ça facilite aussi d'autres types d'usages. Et on a les trésors publics, bon, ça ne s'appelle plus comme ça, c'est la direction générale,
ils sont sortis en mode de fonctionnement qui permet aujourd'hui que les collectivités ils puissent accepter le paiement de monnaie locale. Il suffit que le conseil municipal vote l'adhésion de la collectivité à cette association. Donc, premier point. Deuxième point, il faut créer une convention d'usage, donc ils s'acceptent. Troisième chose, c'est un travail avec la régie municipale, donc les régies mixtes ou les régies municipales, qui va dire comment ça va fonctionner. Et puis, voilà, on peut aujourd'hui. Donc ça a été finalisé l'année dernière avec la puissance de travail à niveau national, mais aussi avec la puissance, l'irrévérence basque, on va dire. Qui nous a permis que des coups, aujourd'hui, pour le Pays Basque, par exemple, des cellules, alors UDI, sont indemnisées en monnaie locale, des associations sont payées en subventionnées en monnaie locale, et des services publics qui sont aussi payés en monnaie locale. C'est le cas aujourd'hui d'une quinzaine de collectivités. Alors c'est petit quand on regarde tout le nombre de communes qu'il y en a en France. D'accord? Mais c'est récent. On parle finalement, on a fini ce processus fin 2018, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on peut aller plus loin. À partir de 2019, c'est hors des questions qu'il n'y ait pas une collectivité qui s'engage et qui dise on va se faire payer en monnaie locale, on va faire utiliser ça pour des budgets participatifs, on va travailler sur une affectation monétaire sur des dynamiques. C'est vraiment inconcevable s'ils ne le font pas. Ils peuvent effectivement aller plus loin. Ils peuvent, et les points, donc les points qui manquent, sur les points qui resteront à travailler, c'est les questions effectivement de l'impôt, la fiscalité. Alors une monnaie locale, elle n'est pas, vous n'avez aucun posé la question, mais ça nous vient souvent dans nos formations, c'est pour ça qu'on le dit. Ah, est-ce qu'avec la monnaie locale, on va pouvoir s'absenter de payer la TVA ou les impôts? Non, c'est une monnaie comme une autre, c'est un service de paiement. Et on y tient pourquoi? Parce que l'article 14 des droits de l'homme, il parle de l'importance d'une contribution commune. Cette contribution commune, elle sert à payer quoi? C'est à payer l'éducation, les hôpitaux, etc. Alors, on peut destituer les élus pour ne pas en faire un bon usage de la contribution commune, ça c'est une autre question, mais la contribution commune, il nous semble important qu'elle soit financée. Alors, il faudra peut-être les changer les noms aussi, puisqu'on l'appelle impôt parce qu'on a gardé son nom de l'ancien régime. Je crois qu'on y tient beaucoup à notre ami Napoléon encore. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faut quand même y aller un peu plus loin, mais c'est pareil, ça reste une question qui est encore quand même nationale, même si on le voit bien avec les taxes locales. Effectivement, une collectivité, à mon avis, qui se voudrait insoumise, elle pourrait faire des actions de désobéissance civile à côté des citoyens, et elle pourrait effectivement faire des titres de la dette des collectivités, soit parce que l'État ne donne pas assez de dotations aux collectivités pour remplir leur mission, et elle pourrait titrer ça sans problème en monnaie locale et complémentaire, puisque c'est un mode de paiement légal et aujourd'hui possible. En fait, on a aujourd'hui une démarche qui amène une créativité énorme. Et pour aller plus loin, il se pourrait aussi dire, on titrise une dette, on prend 1% d'élévation fiscale et on la transforme en monnaie locale et on soutient ces dynamiques-là. Donc on pourrait vraiment utiliser des démarches assez fortes. Les monnaies locales, elles sont intégrées aujourd'hui dans ce travail de réflexion avec les collectivités dans le pacte à la transition citoyenne. C'est la mesure numéro 32, mais il y en a avant nous 32 autres qui parlent de l'énergie, qui parlent de l'autosuffisance alimentaire, des crèches moins carnées, donc pour éviter que l'Amazonie soit brûlée, etc. par exemple. Donc voilà, on voit bien qu'effectivement toutes ces choses se tiennent. Faire de la proximité ne veut pas dire non plus faire une frontière territoriale. Et pour nous, c'est important d'aligner ces stratégies-là pour qu'on puisse, à partir du local, mais aussi en lien avec le départemental, le régional, le national, voire l'européen, être dans des dynamiques de transformation vers la société qu'on veut voir grandir dans le monde. Donc voilà un peu pour les compléments que je pouvais faire. Je voulais juste aussi éclaircir sur la question des banques. Je ne sais pas que vous en avez entendu Eric Cantona à un moment donné dire si vous voulez très concrètement sortir de tous ces problèmes, il faut juste sortir l'argent des banques. Il suffirait de leur sortir pour les mettre dans une banque publique municipale. Il suffirait de l'enlever. Alors ce que nous on dit, c'est Eric Cantona avait raison, sauf qu'il ne suffit pas de faire comme ça. Il ne suffit pas de tout faire couler, il faut le faire et mettre à la place quelque chose. Donc on le fait, on le met dans une banque éthique,
nef, crédit municipal par exemple, et on transforme ça en monnaie locale et complémentaire et on met toute notre puissance citoyenne pour l'affecter à des titres de la transition citoyenne avec une charte, avec des valeurs, etc. Donc c'est ces valeurs-là qui vont éviter qu'il y ait des usages n'importe quoi et n'importe comment avec l'argent. Voilà pour un peu les comparaisons. Vous avez dit qu'il y a un dépôt en garantie de la monnaie locale, mais il n'y a pas un levier, c'est-à-dire c'est 1 à 1, c'est 1 à 10, on ne peut pas augmenter la masse monétaire par rapport au dépôt, ou vous avez essayé de le faire? Non, pour les monnaies locales, c'est 1 euro déposé en banque. La banque, elle a la possibilité de faire des 1,12 pour le crédit coopératif, pas pour le crédit municipal qui se sont dotés des règles de précisément pas spéculer avec l'argent. C'est une banque de dépôt. On voit la différence banque de dépôt, banque d'affaires. Après, tout dépend aussi de nos choix collectifs. D'accord? Ça peut se faire, en théorie. Voilà. Et après, 1 euro produit une monnaie locale, donc on a 1. Après, effectivement, je n'ai pas répondu tout à fait à la question des monnaies libres. Les monnaies libres sont des monnaies non associées à l'euro. On en a plusieurs en France. Il y a les jardins d'échange universels, parfois un peu les systèmes d'échange local, où eux, leur étalon, c'est lié à l'unité temps. D'accord? C'est différent dans le cas de la June, qui est une monnaie qui souhaite être à taille occidentale, de l'Occitanie, voire nationale, où eux, ils se décrochent de cette question du temps immédiat pour une notion du temps entre les générations par rapport à l'avenir. L'intérêt d'une monnaie libre, c'est qu'elle n'est pas complémentaire. Donc, ce sont des stratégies disruptives. Moi, j'appelle ça disruptif. Ce ne sont pas des projets de transition. Il n'y a pas d'outils. Il n'y a pas d'outils qui prennent quelque chose, s'ils le tordent pour le transformer en autre chose. C'est on crée à côté quelque chose d'autre. Donc, c'est dans la discontinuité, c'est dans la disruption. Ça a sa chance d'avoir des dynamiques disruptives. Ça a la difficulté qu'il reste des zones d'ombre, donc il faut qu'ils y travaillent aussi. Donc la question de la fiscalité, puisque dans la monnaie June, concrètement, la question elle reste ouverte. La question d'un étalon qui n'est jamais le même. Alors nous on parle d'euros, mais on ne dépend pas non plus tout le temps de l'euro. Si moi je travaille, je peux me faire payer en monnaie locale. Et ce n'est pas que j'ai échangé des euros. Par contre, si je dis que je veux recevoir de la monnaie June, je vais devoir à chaque fois dire combien était ma valeur. Donc ça a l'intérêt de réfléchir sur la question de la valeur, mais une guitare à Toulouse va coûter, je ne sais pas, 50 Junes, et à Nantes va coûter 3000 Junes. Quand on arrivera à des processus de crise fortes, la question d'avoir plus ou avoir moins se pose. Et donc les postures guerrières, ils peuvent apparaître. Donc il faut vraiment avoir un peu à l'esprit qu'il y a quand même des choses encore à travailler, dès mon point de vue. Après, elle a toutes aussi beaucoup de qualités dans le côté disruptif, mais il reste des choses à travailler, comme nous tous, dans ces expérimentations pour y aller de l'avant. Donc la question de la fiscalité et la question, et notamment à messieurs, la question d'un étalon qui n'est pas le même. Parce que là, l'unité des comptes, on dit 1 euro. 1 euro si c'est à Lille, 1 euro si c'est à Montpellier, c'est pareil. C'est le même étalon, c'est la même unité de compte. Pour fabriquer une maison, c'est parfois bien, on a monté le métro. Donc c'est bien parfois avoir des outils un peu communs parce que ça permet de construire des choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire du métro, quoi. Ceux qui veulent faire de la coudée, on le voit bien avec les Anglais qui font d'autres choses, quoi. Mais voilà, quelle construction du monde on veut faire? Oui, il a fait une blague. Oui, je ne vois pas actuellement comment c'est possible qu'une régie municipale travaille avec la monnaie locale. C'est une déconcentration de l'État, en fait. La comptabilité de la collectivité, elle est tenue en euros, et donc toute la compta doit être tenue en euros. Très belle question, parce qu'effectivement, c'est comptablement, puisque l'unité des comptes elle est commune, elle est comptablement considérée comme 1 euro. Mais c'est une logique comptable.
Et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire de leur sol s'ils récupèrent des sols dans une régie? Ils ne peuvent rien faire. Ils les investissent. Ils utilisent. En fait, je peux rebondir. Puisque, comme en vue de la préparation des municipales et de surcroît insoumises, pourquoi moi ce système m'intéressait, c'est que on parle de l'évasion fiscale aujourd'hui, etc. Le seul moyen, on a beau faire ce qu'on veut, on peut lutter, etc. Pour l'instant, on est dedans, on restera dedans. Le seul moyen, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le citoyen, et c'est de détourner cet argent. Donc, s'il n'y a pas d'euros, si ce soit... Alors, moi, en Ile-de-France, ça va être la pêche que je vais prendre. Puisque la pêche, c'est un produit comme la sole violette qui se propage, sauf qu'on a décidé de l'étaler à toute l'Île-de-France. Parce que qu'est-ce qui freinait les monnaies locales? C'était la restriction, c'est-à-dire de certains magasins. Aujourd'hui, en l'étalant à l'Île-de-France, il va y avoir beaucoup plus d'échanges, donc beaucoup plus de gens appétants et moins un peu complexés à se dire mince, qu'est-ce que je vais faire mes billets si je ne peux pas les dépenser là et là et là. Donc on va développer largement et en faisant ça, on va faire la transition écologique et sociale. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, dans la ville où je compte, j'espère pouvoir mettre ça en place, on a plein de projets de transition écologique en termes de culture maraîchère, de faire venir des producteurs bio, de faire des formations à des jeunes ou des chômeurs justement dans les nouvelles technologies en vue du renouvellement énergétique, etc. On parlait de la fourniture d'électricité, etc. Donc on veut former ces jeunes, on veut faire installer les producteurs locaux et bio et les payer en monnaie locale pour partie. Pas tout, puisqu'on est toujours obligé de faire une quote-part, parce qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, du matériel, des choses qui ne peuvent pas au départ s'acheter dans cette ville ou ailleurs. Et une fois qu'on a mis ça en place, les lobbyistes, ils vont faire quoi? Ils vont prendre la pêche, ils vont aller l'emmener à Babalouette, c'est pas possible. L'argent va rester sur le terrain et va s'échanger économiquement comme il l'aurait dû l'être et comme il l'était plus ou moins quand il y avait la nationalisation des banques, parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous produisez, nous, on va ouvrir les jardins, par exemple, privés des personnes qui n'utilisent pas, à des maraîchers, pour cultiver bio, fournir les cantines. On va faire payer la cantine en pêche. On va faire payer la piscine en pêche. On va faire toutes ces régies justement municipales. On va les faire payer en pêche afin que l'argent reste dans l'économie. Les sociétés qui voudront, on privilégiera quand on va faire des appels d'offres pour des sociétés pour renouveler les bâtiments, etc. On privilégiera les sociétés qui sont OK pour être payées en partie en pêche. Parce que ça les obligera à, quelque part, embaucher des gens du territoire pour pouvoir refourguer leur pêche et donc payer ces gens-là en partie en pêche. Et donc c'est un système vertueux qui va s'installer, qui peut paraître compliqué à la base, mais qui est très simple, c'est juste de la monnaie. On prend l'euro, sauf que l'euro, on sait qu'il peut partir partout dans le monde, alors que cette monnaie, elle doit rester dans un cercle. Ce cercle va être déterminé en Ile-de-France avec la pêche, comme à Toulouse, ils vont sûrement s'étaler, etc., avec la sole. Et après, ça se construit. Et comme le disait Andrea, alors nous, notre but à la France Insoumise et de surcroît au Livret Banque, on a fait cette conférence parce que le but, c'est d'aboutir sur une proposition de loi à l'Assemblée, qui sera certes pas votée, comme d'habitude, mais qui sera prête lorsque on sera au pouvoir, puisque je l'espère grandement et je le pense. Et donc, ces lois-là seront prêtes justement pour utiliser, parce que quand on va nationaliser les banques, etc., ça ne se fait pas non plus comme ça. Donc, il faudra continuer à éviter l'évasion fiscale et à continuer ce système de monnaie pour garder l'argent en France. Et donc, tous les Carrefour, les Total, les ceci, les cela, on peut revenir à des producteurs d'énergie. On a des véhicules qui vont se faire à l'hydrogène. Vous savez qu'on peut produire maintenant dans des villes de l'hydrogène vert, et cet hydrogène peut être payé en monnaie locale. Et on détourne tous les Total, les ceci, les cela. Je comprends, quand on aura peut-être tout changé, le code général des collectivités territoriales, le code de la monnaie, etc., peut-être. Mais actuellement, par exemple, Madame disait, la mairie de Toulouse n'accepte pas que l'on paye la cantine en solde. Mais je comprends bien, puisque une régie municipale
est obligé de verser régulièrement ses recettes au compte de la Banque de France, tenu par le comptable public, qui lui ne connaît que l'euro, il ne connaît pas la sol. Actuellement, la réglementation ne le permet pas. C'est ça, je dis actuellement, comment vous envisagez ça? Après, vous aurez tout changé. Une régimiste peut recevoir des chèques de vacances, des tickets resto, etc. Prenons un exemple simple que je connais, les sabatoires. Les sabatoires, c'est un musée. Le musée, vous pouvez le payer aussi avec vos chèques vacances, parce que c'est un outil de paiement. De la même manière, la monnaie locale est considérée aujourd'hui un outil de paiement. Et ça ne pose pas de souci. Oui. Sauf qu'on a mis un certain temps. Pourquoi aujourd'hui Toulouse n'y est pas? C'est important, ce n'est pas qu'une histoire de volonté ou non volonté politique. En tout cas, de ma part, vous ne l'entendrez pas comme ça. Pourquoi? Parce que la question de la volonté, elle était aussi de clarifier entre 2012 jusqu'à fin 2018 une question légale. Donc, ils ne pouvaient pas arrondir. Oui, mais un chèque vacances, l'État les accepte, mais il se fait rembourser par l'organisme qui les gère. Au sol, il va se les faire rembourser. Il y a l'association. Voilà, ce qu'on disait, c'est les prestations. L'association va donner des euros à l'État pour le rembourser. Et l'association, elle payera aussi, elle fera des mandats, c'est la Banque du Peuple. Quand il y a une association qui demande de recevoir ses subventions en monnaie locale, elle joue le rôle, elle joue ce rôle-là. Et donc voilà, oui. C'est la Banque du Peuple, j'appelle ça la Banque du Peuple. C'est l'association qui porte un petit peu ce contournement de la... L'État ne se contentera par l'intermédiaire de la collectivité locale que de récupérer des monnaies, comme en effet les chèques vacances ou autres, et puis se fera rembourser tout ça par les différents organismes qui gèrent, dont les associations. En fait, aujourd'hui, une collectivité, ce qu'on dit là, c'est qu'une collectivité n'a pas le droit sur la bourse. Vous l'avez compris. C'est qu'elle la nation, c'est qu'elle est au gouvernement qui a le droit. Donc la collectivité, elle peut affecter des politiques, mais elle n'a pas la possibilité, elle n'a pas les clés, n'a pas les clés du coffre. C'est le trésor. Donc il y a nécessairement des trucs à jouer entre ces démarches-là. Mais ça reste pareil de Napoléon. Cette chose-là, cette loi-là, nous, on n'a pas pu encore la faire avancer. D'aller plus loin là-dessus. Parce qu'il y a la peur de la défragmentation. Mais la peur de la défragmentation, je reviens, elle est importante parce qu'il me semble qu'elle est aussi culturelle. La question de la défragmentation, elle est française, mais elle est aussi européenne. D'accord? Mais parce que pour l'instant, on n'a pas réussi à faire des constructions qui ne soient pas verticales et centralisées. Mais dans d'autres territoires, on arrive à faire du plurination. Je pense par exemple aux peuples d'Amérique latine, qui ne sont pas non plus un exemple, mais où il y a plusieurs ethnies, et il y a plusieurs pays et plusieurs règles, et ça ne leur empêche pas d'être un pays. Nous, on pourra arriver à des démarches communes sans nécessairement utiliser de la violence. Nous pouvons arriver à des démarches de réunion sans nécessairement non accepter la différence. Si on intègre la différence comme une qualité, elle peut former partie de cette même ensemble. Mais la peur de la défragmentation, elle est latente, elle est existante. Partout dans nos sociétés occidentales. Et parce que peut-être qu'on est invité là à faire autrement et qu'on n'a pas l'habitude. Qu'est-ce que c'est la défragmentation? La défragmentation, c'est chacun gère dans son côté, et donc des Basques qui vont s'autonomiser, les Occitans, il faut qu'ils se parlent français ou sinon on leur donne une baffe, et donc il faut qu'ils se parlent français. Donc on sait faire qu'est l'union par la force. On a conquéri l'Europe parce qu'il y a une démarche guerrière. On est en train d'apprendre à faire autrement après la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble, hein, je ne suis pas la plus experte sur ces domaines-là. Mais la question de la défragmentation, elle résonne fort en moi parce que je suis colombienne, il y a des Indiens, et même quand j'étais en Espagne, les gens ils disaient il ne faut pas parler de l'Espagne, il faut parler aussi de cette plurination qui est l'Espagne, parce qu'il y a des identités territoriales qui sont importantes, qui sont riches et qui font ça. C'est l'ensemble qui fait cette richesse-là, qui fait l'Espagne. Et quand on parle des monnaies, des territoires, ben, tout de suite le fantasme revient. On dit oh là là, il ne faut pas faire le franc grec. On avait proposé le franc grec. Là, en Grèce, quand il y a eu la crise, le drachme, merci. Quand il y a eu la crise, on avait proposé, certains ont proposé, je n'étais pas dans le groupe, une monnaie complémentaire nationale. Yanis
Varoufakis. Et l'Europe n'a pas voulu parce qu'il a eu peur de la défragmentation. Résultat des courses, le Brexit, quoi. Parce qu'il y a eu peur. Et à mon avis, il ne faut pas avoir peur dès qu'il y ait des choses différentes et un peu à côté qui viennent à compléter. En Amérique latine, il y a une monnaie régionale de l'Amérique latine qui s'appelle le sucre, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des monnaies aussi des territoires nationaux. Et c'est mieux qu'il y ait de dollariser l'économie. Parce que du coup, ils se retrouvent dans des dynamiques mauvaises et des néolibérales à fond. Et voilà, donc je voulais réagir parce que la question elle était effectivement sur deux niveaux, un niveau très technique sur la question de l'outil comme un truc comptable, mais elle a utilisé aussi le joli mot de la défragmentation, et donc je m'insistis de ça pour effectivement l'élargir et aller un peu plus loin et qu'elle est importante cette question. Je vais vous avez dit que c'était 50 sol à peu près. Si on prend rien que les transports, moi j'ai un Rouen, c'est environ 20 millions d'euros que payent les citoyens sans compter c'est des montants qui sont très importants. Et si on paye ça en sol, on va dire, après il faut payer les salaires. Et donc, sauf que les personnes, moi je suis complètement partisan de ça, hein, c'est la transition qui est très difficile. Quelqu'un qui reçoit ça en salaire, si c'est une partie importante de son salaire, comment il fait pour payer son loyer, l'électricité? En fait, ça veut dire qu'il faut rentrer plusieurs choses tout en même temps. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas tout d'un coup. Ça veut dire qu'il faut progressivement. Pas tout d'un coup et non plus jamais 100% du salaire en monnaie locale parce que tu as Ouais, toujours besoin d'avoir. C'est énorme. En fait, le but, par exemple, si je peux me permettre, pour 30%, parce que le but, quand on a dit transition écologique et sociale, c'est aussi pour recréer dans nos villes de l'emploi, une dynamique, etc. On sait qu'on a plein de villes défavorisées, on a des chômeurs, des jeunes qui n'ont pas de formation, etc. Le but, quand on bloque un peu aussi les gens et les entreprises qui vont travailler avec nous à accepter d'être payés une partie en monnaie locale et des salariés aussi à accepter une partie, c'est bien pour faire marcher notre économie, alors qu'elle soit de la ville ou de l'île ou d'un département ou d'une région, selon ce qu'on met en place comme nous en Île-de-France, la pêche. Et ce qui veut dire que tes transports, par exemple les transports en commun, moi dans ma ville, j'ai prévu qu'on mette en place des nouveaux transports en commun écologiques et qu'on fera payer, alors il y aura bien sûr l'euro, mais on pourra les faire payer aussi en monnaie locale, puisque la régie qui va investir dans ces nouveaux moyens de transport pourra comptabiliser cette monnaie. Aujourd'hui, quand il faut... Non, c'est un débat, t'inquiète pas, tu peux parler. J'ai pas la chance, juste réfléchi. Et quand les bus, tout ça, il faut les acheter, souvent les constructeurs ils ne sont pas locaux. Enfin, par exemple, c'est un constructeur allemand, un constructeur français, mais pas forcément local. C'est pour ça qu'on est encore obligé de fonctionner en partie avec l'euro. Mais par exemple, quand on parle du crédit municipal et du crédit coopératif, où on doit déposer l'argent pour avoir de la monnaie locale, ben ces mêmes banques peuvent nous faire... Avec l'euro qu'on a déposé, qui fait le... C'est ça, et ben eux, avec cet argent qu'on a déposé en euros, ils ont le droit de faire des crédits. Ben, la municipalité, elle va faire un crédit pour acquérir ces bus, tu vois. Et donc, en fait, c'est vraiment une spirale. C'est comme l'euro, et en fait, je pense que pour que les monnaies locales marchent de plus en plus, il faut vraiment qu'on décomplexifie cette monnaie parce qu'elle est vraiment très simple. Ce qu'on disait tout à l'heure, la complexité, c'est les accords, c'était les lois, c'est les amendements, c'est ces choses-là. Mais là, de plus en plus de villes acceptent d'être payées les impôts locaux en monnaie locale. C'est quelque chose qui est en train de naître grandement. De plus en plus de salariés de villes commencent à accepter d'avoir une partie de leur salaire payée en monnaie locale. Donc c'est vraiment un rythme à prendre. Et plus on va faire ça, plus on va créer des entreprises qui accepteront d'être payées en monnaie locale dans nos territoires, plus on détourne, c'est-à-dire qu'au lieu que tout le monde aille à Carrefour, à ceci, à cela, ceux qui font qu'on a l'évasion fiscale, les gens ils vont dire bah, tiens là, je peux acheter mes produits bio en monnaie locale et eux, je suis sûre d'où ça vient, je sais que c'est du bio, c'est pas Carrefour qui a voulu prendre le lobby du bio et qui te fourre du bio qui n'est pas du bio. Là, tu vas acheter chez ton petit maraîcher qui aura produit sur les terres de la ville et te fournit et tu payes en monnaie locale. Et pour les salaires, est-ce qu'il y a les salaires des agents municipaux, est-ce qu'il y a des systèmes d'incitation
Oui, alors moi je parle de la bonification. Alors moi ce serait mon projet. Ça c'est mon projet. Moi j'ai un projet parce que faut toujours, l'être humain est ainsi fait, surtout le français, a toujours besoin d'un retour. Il a toujours besoin d'un quelque chose qui dynamise. Et pour moi je parlais de bonification. Donc effectivement par exemple, je te donne un exemple bateau, hein, tu vas chez ton maraîcher bio, tu peux avoir le kilo de pommes à 1,80 par exemple. En monnaie locale, et puis celui qui paye en euros, il paye à 2 ou 2,20 par exemple. Et les salaires, pareil, tu peux bonifier. Et pour moi, dans ma démarche, il y aura une bonification qui ne sera pas non plus énorme. En fait. Ce sera juste une incitation. Voilà, et surtout pour, comme je le redis, décomplexifier cette monnaie. C'est-à-dire qu'une fois que les gens ils ont un avantage à le faire, ils vont le prendre. Une fois qu'ils vont l'utiliser, ils vont voir que c'est pas plus compliqué que d'utiliser l'euro. Et c'est même mieux parce que c'est moins tracé que l'euro. Il faut se rappeler que maintenant on nous oblige à payer de plus en plus en carte, etc. Le but c'est pas de nous protéger comme on voudrait le faire par du terrorisme ou batata ou baladi. C'est vraiment de nous fliquer et c'est vraiment de nous contrôler en fait. Hein. Vous parlez de traçage, mais il y a un petit problème, c'est avec la monnaie locale numérique. Moi, je voudrais qu'on m'explique en quoi c'est compatible avec la transition écologique. Parce que la monnaie locale, en train de travailler à Paul, en train de travailler les data centers, la centrale nucléaire, j'ai un truc que je ne comprends pas bien. Non, alors. Les logiciels libres. Tu peux répéter juste le début de ta question. La question, c'est est-ce que vous ne trouvez pas que la monnaie locale numérique est incompatible avec la transition écologique? Ah oui. Un peu, mais c'est la même chose. Alors, faire des coupes en billets, c'est aussi mauvais, puisqu'il faut faire du papier. Donc, du papier, il faut peut-être couper des arbres. Non, mais, et pour la sécurité, on va faire comment? En fait, c'est que la transition, non, mais après, il y a des niveaux, je comprends la question. Je ne fais pas juste une boutade. Je pense qu'il y a des niveaux. En fait, c'est que la transition, on a plusieurs manières de la faire. Et je pense que j'utilise cette image-là. Pour tordre ce système-là, qui est un système du pétrole, qui est un système de plein de choses peut-être qu'on ne veut pas, on ne peut pas tout de suite lui demander d'avoir traversé le pont et d'être dans la post-transition. La post-transition, c'est ce de quoi tu parles. Mais pour arriver à la post-transition, il nous faut un pont. Et le pont, tu ne peux pas commencer avec le 3e pilier, parce que sinon, il faut sauter. Et ceux qui n'arrivent pas à sauter, ils sont noyés. D'accord? Donc il te faut aussi plusieurs piliers. Donc la monnaie locale, elle se situe là, au début de ce pont-là. Pour tordre là, pour démarrer là, pour aller plus loin. Et quand on sera à l'amour universel, où on se fait éternellement confiance, et en plus il n'y a même plus besoin de rien, comme par exemple plus louer un ventre pour donner naissance, parce que nous sommes tous nés d'une mère. Moi je n'ai pas payé ma mère pour me louer le ventre, et pourtant, tu vois. Donc j'ai eu de la chance, j'ai été une fille aimée. Et donc, du coup, on parle de ça, c'est l'amour universel. Donc là, on est encore plus loin, mais on n'est pas tous là. Il faut aussi, il faut aller acheter le café. Tu me diras, le café vient de la Colombie, c'est pas bon. Non, mais c'est vrai, il faut prendre l'avion. Donc il y a des niveaux et on ne peut pas tout demander d'un seul coup, sinon c'est très complexe. Et en faisant du coup en billet, parce qu'on en a fait du coup en billet, on se rend compte que, alors sur Toulouse, ceux qui n'utilisent plus la monnaie davantage, c'est des jeunes. Et les coûts pour les jeunes, aujourd'hui, le coupon billet, c'est bien gentil, mais c'est dur, quoi. C'est aussi pour les échanges entre commerçants. Oui. Donc, c'est aussi pour on s'est dit, c'est vrai, le vélo sentimental paye son loyer à la maison du vélo en sol violet. Donc, il travaille des enveloppes. Il était croustillant. Julien, qui est adorable, qui aime bien la comptable, il lui a payé un billet de 1 pour passer du temps avec elle. Donc, mais payer un loyer, un billet de 1, il faut se le faire parce que financièrement, c'est vraiment dur. Le paiement numérique, tu as raison, hein, c'est comme une tendance. On est d'accord. Le seul truc, c'est pour arrêter le frein à la monnaie locale. C'est-à-dire que les gens, pour le rendu monnaie, c'est compliqué. On est obligé de tendre vers ce système pour l'instant. Après, bien sûr, comme on disait, une fois qu'on aura traversé le pont, mais moi, si le pont on le traversait de ma manière, on n'aurait même pas besoin de monnaie locale parce qu'on serait dans un système économique vertueux qui empêcherait l'évasion fiscale, où les banques seraient nationalisées. Là c'est vraiment un moyen. Moi,
pour mettre la pression aux États, pour mettre la pression au lobby, il faut leur enlever. Donc, comme on disait il faut enlever l'argent des banques. Mais tant que tu ne peux pas faire ça, bah, tu as un autre moyen de détourner, tu l'enlèves d'une autre manière et tu consommes quand même. La masse de monnaie en fait, parce que c'est pas avec 50 000 soldes sur Toulouse qu'on va changer quelque chose, alors qu'avec le numérique, bah, le FCO par exemple, la monnaie du Pays Basque, qui a montré que bah, voilà, ils avaient augmenté leurs transactions et du coup bah, c'est en montrant que ça parle aux gens qu'on va avoir aussi un peu plus de pouvoir et plus de poids au niveau des collectivités locales, nationales. Donc c'est aussi dans cet objectif-là qu'on numérise un peu la monnaie pour parler à plus de gens, pour faciliter les transactions. Même si évidemment on est conscient que ce n'est pas la solution idéale. Et ce que je voulais dire pour les municipales, pourquoi on parlait de ça pour les municipales, c'est que c'est pour vous tous, comme vous passez le mot, décomplexer et dire que la chance qu'on a, c'est qu'il y en a qui se sont tapés le boulot avant nous. Et que moi, quand je parle de la pêche, par exemple, j'aime bien aller les voir et ils vont... Et c'est vraiment un outil formidable et c'est pour ça que quand vous allez proposer ça dans les municipalités, si vous faites des listes, si vous participez à la vie de votre municipalité, c'est très très important parce qu'on va vraiment faire renaître l'emploi dans la ville. Il ne faut pas oublier que ça va recréer l'emploi dans la ville. Et ça, les gens ont du mal à l'entendre. Mais pourquoi? Parce que les lobbyistes, quand ils vont être obligés de s'éclater un peu, de ne plus pouvoir trop s'installer là parce que finalement on ne consomme plus vraiment chez eux, bah, tu prends un salarié, tu vas avoir comme à l'époque ton petit fournisseur de produits bio, etc. Et c'est lui qui va embaucher ses gars, etc. Et on est obligé d'éclater. Hein. Moi, je crois pas aux nouvelles lois qui sortiraient pour éviter l'évasion fiscale. J'en ai fait tout un travail, je me suis battue là-dessus, je le connais sur le bout des doigts. Et c'est pipeau à chaque fois, hein. C'est comme les frais bancaires. On te fait une pseudo-loi et c'est pipeau. En fait, c'est une loi qui dit hey, mon pote le banquier, tiens, tu recrées 2-3 autres frais, tu détournes le truc et c'est fait. Non. Voilà, il faut être. C'est notre pouvoir et on doit se réapproprier notre pouvoir en fait. Hein. C'est parce qu'on s'est laissé trop déborder. On a eu la vie un peu simple après la guerre, hein, quand même, où on voulait avoir la paix, pas se prendre la tête, et puis finalement, il y en a d'autres qui ont pris le pouvoir comme ça. Ouais, je voudrais revenir en fait sur l'intervention sur la question de. Parce que je trouve que c'est hyper important ça, la question de la dette. Parce que c'est l'argument massu qui est repris par les représentants politiques actuels pour casser toute proposition alternative politique. C'est l'argument qu'on retrouve. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut être capable de répondre à ça. Parce que, comment dirais-je, c'est ce qui justifie les politiques d'austérité aujourd'hui, hein, la casse des services publics, le fait qu'on ait des urgences complètement à l'abandon, que les gens souffrent au travail, c'est lié à cet argument-là, quoi, et qui n'est pas du tout, qui est très vite en fait, la question des retraites hein, va arriver là bientôt, et on nous remet sur la table la question de la dette. Donc ça, ça me paraît être un argument, enfin quelque chose auquel il faut pouvoir répondre avec des arguments, et Eric les a bien présentés. Et ensuite, la question de ça a été aussi dit tout à l'heure par vous, la question de la création monétaire, ça aussi. Les gens n'ont pas à l'idée que quand ils vont faire un crédit, ce qui est écrit sur le crédit, l'argent qui leur est prêté, en fait, n'existe pas. Ça, il faut bien l'expliquer parce que la plupart des gens croient que l'argent qu'on leur prête, c'est le dépôt de leurs concitoyens. Et c'est absolument faux. C'est-à-dire que les gens le créent l'argent quand ils remboursent. Et c'est pour ça que je veux dire que les patrons... Donc ça, il faut savoir l'expliquer aussi. Parce que quand vous rencontrez les patrons des banques, c'est des gens qui vous prennent de haut, c'est des gens qui se prennent pour vraiment de grandes personnes, alors déjà, quand vous parlez avec eux, très peu de temps, vous voyez que finalement, ils ne pèsent pas lourd. Hein. Et de l'autre côté, ils ne pèsent pas lourd non plus financièrement. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est du vent, c'est l'écriture. Et donc, quand on dit qu'on peut éliminer cette dette, bien sûr qu'on peut l'éliminer, mais même ne serait-ce que, Eric, dis-moi si je me trompe, ne serait-ce que l'intérêt. Aujourd'hui, on emprunte à taux négatif, donc déjà les vieilles dettes où on paye encore des intérêts, pourquoi on paye encore ces intérêts? Oui. Pourquoi ça n'a pas été renégocié? C'est 52 milliards par an, hein, les intérêts qu'on rembourse. Oui, c'est au niveau, et tout ça, c'est vraiment une question de... Voilà, et c'est une question de... Alors pourquoi on ne négocie pas les États, leur dette? Alors parce que c'est une volonté politique, parce que Jean-Luc n'est pas encore au pouvoir. C'est vrai.
alors il n'y a pas que des Jean-Luc, hein, il y a plein de gens, on est tous là à se révolter, vous êtes là, et au-delà de se révolter, surtout trouver des solutions, se mettre en danger, parce que dans nos vies privées, c'est pas toujours simple de se battre, j'en suis bien l'exemple. Mais il faut se battre, et aujourd'hui, là on va se battre pour la monnaie locale, pour détourner l'évasion fiscale, pour détourner ces lobbyistes, etc. Demain, on n'a pas fini, mais je vous invite demain à venir à 11h15, salle Cassiopée. Il y a une loi qui va sortir, une proposition de loi qui va sortir contre les frais bancaires, c'est 1 an de travail, c'est des milliards, parce qu'on parle aussi, on parle des 3,5 milliards d'impôts sur la fortune, qu'on demande à être rétablis, mais ces impôts, s'ils sont rétablis, très bien, mais on ne sait pas où ils vont aller. Par contre, moi, je vous parle des 7 milliards qui vous sont pris à 6 millions de gens tous les ans, là. Ça, par contre, si on les stoppe, c'est de l'argent qui vous reste. Ça, c'est du direct. Donc, c'est là-dessus qu'on a bossé aussi, et c'est ces révolutions qu'on fait qui nous posent problème, qui me mettent moi, entre autres, en danger, hein, parce que dès que vous parlez dans cette France d'aujourd'hui, qui est loin d'être une démocratie, faites taper dessus, mais il faut le faire. Donc on n'y arrive pas quand de plus en plus de monde auront le courage à s'élever contre ça, malgré tout ce qui nous tombe dessus derrière. Oui. Pensez-vous que la monnaie locale contribue à la sobriété écologique? Que si on a de la monnaie locale, on va moins consommer. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Alors déjà, pour moi, moins consommer, c'est une bonne chose. Pour moi, déjà, sauver la planète passe par une baisse de la consommation. Ça, c'est mon point de vue à moi. Mais ça, non seulement on va moins consommer, mais des choses stupides. Mais on va consommer bien plus des choses intelligentes. Donc pour moi, la monnaie locale va servir à consommer des produits bio, à faire des cantines bio pour nos enfants, à payer nos salariés des cantines centrales, parce qu'il est hors de question que je fasse travailler un Elior pour ma cantine future. Voilà, oui, on va consommer beaucoup avec la monnaie locale, je l'espère, je le veux, mais du propre. Ça donne du sens à sa consommation. Du sens, voilà. On va donner du sens à nos consommations et effectivement, on va moins consommer de choses. C'est ça, voilà. Si on est ceux qui sont dans des collectifs citoyens pour les municipales, est-ce qu'on devrait tous avoir le thème des monnaies locales dans tous les listes municipales devraient? Alors, pour répondre à cette question-là, il y a eu des propositions nationales. La France Insoumise a travaillé à une sorte de charte d'orientation nationale pour les municipales de l'an prochain. Et l'équipe du groupe d'action Livre et Banque a effectivement fait une proposition qui est inscrite dans ces orientations. Et cette proposition, c'est favoriser l'essor et la pérennité de monnaies locales complémentaires citoyennes existantes ou en projet. Donc après, détail s'il faut, mais effectivement, c'est un point. Est-ce qu'il y a un truc de base pour une population qui n'a jamais entendu le mot monnaie locale? Comment on dit pour qu'on n'ait pas l'air des derniers farfelus qui pensent à n'importe quoi? Alors vous pouvez contacter, si je vous souhaite vous pouvez contacter la seule, parce que moi, avant de faire cette conférence, j'étais pas très calée non plus en monnaie locale, parce que c'est vraiment quelque chose où on doit travailler pour comprendre. Et vous avez raison, plus les gens comprennent, plus ils utilisent, et moins ils disent que c'est utopique. Et donc vous pouvez contacter les monnaies locales existantes. Donc il y a la seule, par exemple, qui se font un plaisir, si je puis me permettre. Il y a des films et tout, et on va regarder sur un peu. notre site internet, il y a des questions. Vous avez c'est ça. Et vous, oui. Et si vous ne trouvez pas, vous envoyez l'adresse mail du Sol Violette en disant contact mail, téléphone. et on vous envoie les liens. Et selon votre région, vous pouvez regarder les monnaies locales existantes. Et eux, c'est un pur bonheur pour eux de vous expliquer comment ça s'est passé, de vous faciliter la chose. Parce que pour eux, l'intérêt, c'est plus les monnaies locales vont se développer, plus ça va fonctionner. Et plus on aura de poids face au gouvernement, qu'il le veuille ou non, pour valider les décrets qui ne l'ont pas encore été. En fait, oui, c'est David et Goliath, quoi. Pardon? C'est David et Goliath. S'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là. Il est 15h33. Merci beaucoup, Ingrid, Andrea et Julien, pour votre